prendre ses propres décisions en accord avec ses valeurs, ses aspirations personnelles, sans être excessivement influencé par des pressions externes. Et j'aime le mot excessivement parce qu'on le veut ou pas, on est tous un temps soit peu influencés par l'extérieur. Mais on ne veut pas que la décision qu'une femme prend se retrouve à être une décision qu'elle a été obligée de prendre, qui ne s'aligne pas du tout avec ses convictions, ses valeurs, ses désirs, ses pensées. Donc, c'est ça notre thème aujourd'hui. Notre conférencière, c'est Madame Amel Abadagan, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Sur ce, je lui passe la parole pour commencer sa présentation. Merci à tous. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est madame ou mademoiselle Grace, mais je sais que C'est c'est Grace. mademoiselle, c'est ma fille et elle est D'accord, mademoiselle. Mm. d'accord. Merci beaucoup, mademoiselle Grace. Je ne sais pas si vous avez prévu la présentation des autres participantes, mais dans ma présentation, j'ai prévu une partie pour me présenter, pour situer le cadre du travail et tout. Donc, pour que ça ne se répète pas, je laisse peut-être les autres se présenter et je le ferai ensemble dans ma présentation. OK, Merci. parfait, parfait. Merci beaucoup. Comme nous ne sommes pas encore nombreux, je pense que Oui, ce serait bien que oui, les gens se présentent donc et on laisse la parole à celles qui sont là. Grâce, tu peux passer au travers des noms pour que OK. les gens se présentent brièvement. Merci. OK. Donc, on a Madame Eugénie Afo. J'espère que j'ai bien dit le nom. On Oui, ne vous entend pas. Je ne sais pas si elle nous entend non plus. Madame Eugénie? OK, elle est Vous sur êtes mieux. sur silence. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, Madame Eugénie, s'il vous plaît? Et j'ai l'impression que peut-être qu'elle ne nous entend pas. OK, je vais passer à Madame Tossou. oui, je suis là. Vous allez bien? Très bien. Une petite présentation, s'il vous plaît. Moi, je suis Tassou Berti. Je vis à Cotonou. C'est bon. On a Combien? Josiane. Combien? C'est bon? Josiane. Oui, c'est beau, merci. D'accord. Josiane, est-ce que vous nous entendez? OK. Elle est sur mieux également. On a Bonjour, Grâce. Maxime. Oh, bonjour. Oui. Désolée. Josiane, tu te présentes nom et pays, s'il te plaît. Bonjour, moi c'est Josiane Doko. Je suis béninoise, mais je vis au Canada actuellement. Merci. Merci. Je suis contente d'être là ce matin. Ce Merci. matin chez vous? On est à 18h ici. Ensuite, on a Maxime. Mhm. Vous êtes sur mieux également. Si vous pouvez vous Oui, présenter, s'il bonsoir, vous plaît. bonsoir, chère dame. Ici, c'est Massimine Dossa. Je Maxime. suis la stagiaire de Madame Amel Abalagan. Je OK. suis, je suis en formation. Merci à vous. OK. Merci beaucoup. Ensuite, on a Madame Sophie Kwasi. Vous êtes sur muet. C'est bon. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, ici c'est Madame Kwasi Sophie du Bénin. Je suis membre OK. actif de l'ONG. Merci. Ensuite, on a Emmanuel Aoukarin. Bonjour, moi c'est Manuela Onkarin, je suis secrétaire de l'ONG FAIR et je suis au Canada en ce moment. Merci. Ensuite, on a une dernière personne. Le nom ne s'affiche pas, hein. C'est juste écrit user. Ah, c'est Madame Oh, Obubi Kabirat. OK. Je suis au OK. Bénin. OK. Merci. Donc, je pense que j'ai fait le tour des personnes présentes.
Non, à vous, Madame Amel. Alors, merci beaucoup, Mademoiselle Grace. Alors, c'est bonjour et bonsoir à la fois, hein. Bonjour, bonsoir. Oui. Alors, j'ai prévu de vous parler de tellement de choses que je vais y aller rapidement, si vous le permettez. C'est bon, Madame Karine, je peux partager mon écran? Oui, tu peux aller. Moi, je ne partage plus le mien, donc c'est correct. Ok, d'accord. Donc, je vais couper ma vidéo pour être plus à l'aise. Alors, vous voyez mon écran? Oui, on voit. Ok, attends. Alors, le thème de ce soir, c'est l'autonomie psychologique de la femme. Alors, j'ai ajouté au cœur de nos défis, parce qu'aujourd'hui, la femme a beaucoup de défis. Alors, comment conquérir votre autonomie psychologique sans vous perdre? Euh, je vais me présenter hein, par la suite, ne vous inquiétez pas. Je vous présente brièvement le plan. Donc, je vais faire une introduction, une petite présentation de qui je suis. Je vais définir ce qu'on met dans l'autonomie psychologique. Je vais faire un petit diagnostic en vous parlant de la réalité psychologique de la femme aujourd'hui. Nous allons parler plus en profondeur du cœur du problème, ce qui empêche la femme d'avoir une bonne autonomie psychologique. Je vais partager avec vous quelques pistes de solutions pour renforcer la résilience et ensuite conclure. Alors, qui suis-je pour vous parler de ce sujet? Je suis Armelle Lucrèce Abadagon. Je suis psychologue clinicienne. Je me suis inscrite dans une approche intégrative, c'est-à-dire je mobilise différents courants scientifiques pour répondre à des problématiques complexes. Je me suis vite orientée dans l'accompagnement des traumatismes et des questions identitaires dans un contexte interculturel. Alors, j'ai fait un constat clinique. J'ai remarqué que chez de nombreuses femmes performantes, intellectuelles, aussi les autres femmes, hein, il y a des freins à l'épanouissement qui ne relèvent pas seulement d'un manque de compétences, mais de schémas d'attachement insécures ou des conflits de loyauté culturelle non résolus. Alors, mon rôle ce soir, c'est d'aider à décoder ces mécanismes invisibles afin de passer d'une adaptation subie à une autonomie choisie. Alors, avant de me mettre à définir ce que c'est que l'autonomie psychologique, je voudrais quand même vous parler de ce que l'autonomie n'est pas, afin de déconstruire les mythes pour ne plus culpabiliser à propos de ce concept-là. Alors, le mot autonomie pourrait faire peur à plusieurs personnes parce que souvent, on traite ce genre de personnes d'égoïstes, d'occidentalisés, etc. Alors, le premier mythe, c'est l'indépendance totale. Alors, l'autonomie n'est pas l'indépendance totale. On confond souvent l'autonomie à l'autarcie. Alors, être autonome ne veut pas dire je me suffis à moi-même ou je n'ai besoin de personne. Non, ça plutôt, c'est de la contre-dépendance. En psychologie, nous savons que nous avons des besoins. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Il y a des micros qui ne sont pas coupés.
Madame Rabi, veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Ou Madame Karine, aidez-nous à couper le micro. Alors, je disais qu'en psychologie, nous savons que nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des autres. Alors, je disais que l'autonomie, l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance totale, mais plutôt c'est de savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Alors, l'autonomie, ce n'est pas de la rébellion, c'est-à-dire le rejet de tout, le rejet de la tradition. Beaucoup pensent qu'être autonome, il faut dire non à tout ce que disent la tradition ou à tout ce que disent nos mères. Attention. Alors, si je fais le contraire de ce qu'on me dit, juste pour m'opposer, je ne suis pas libre, je suis en réaction. Et on appelle ça de la réactance. Et mon comportement est toujours dicté par l'autre, même si c'est en négatif. Alors, l'autonomie, ce n'est pas rejeter la tradition, mais c'est plutôt la questionner pour choisir ce qu'on garde de ce que la tradition nous propose. Alors, l'autonomie, ce n'est pas l'indifférence émotionnelle, ce n'est pas la froideur. Alors, il y a plusieurs femmes, hein, surtout les femmes africaines, qui encaissent tout sans parler. C'est un piège. L'autonomie n'est pas une armure. Alors, si vous ne ressentez pas les émotions, ça ne veut pas dire que vous êtes forte. C'est peut-être que vous êtes dissocié. Vous êtes dissocié de vos émotions. Une femme autonome est une femme qui ressent ses émotions, car les émotions sont le signal de nos vrais besoins. Alors, si l'autonomie n'est rien de tout ça, alors qu'est-ce que c'est que l'autonomie psychologique? Alors, maintenant que nous avons balayé un peu les mythes, les faux semblants, je vous présente ce qu'on met réellement dans l'autonomie psychologique. Et cette définition est issue de la théorie de l'autodétermination. Plusieurs auteurs ont travaillé sur cette théorie-là, donc je vous présente l'essentiel. Alors ici, l'autonomie, c'est la volition. Et c'est quoi la volition? C'est le sentiment d'être à l'origine de ses propres actions. Alors, ce que je fais, c'est moi qui décide de le faire. Je suis le capitaine de mon navire. Alors, peu importe que vous soyez seul ou entouré, ce qui compte, c'est le locus de causalité. Alors, le locus de causalité, est-ce que l'autre vient de l'extérieur, c'est-à-dire de la contrainte, de la pression, ou plutôt de l'intérieur? Est-ce que c'est un choix intérieur? Et nous tombons sur le concept d'intériorisation. Et c'est là que tout change vraiment parce que ici, ce que je mets dans l'intériorisation, la société ou l'éducation peut nous présenter des valeurs. D'accord? Si nous arrivons à intérioriser ces valeurs, à faire de ces valeurs nos valeurs, alors nous sommes dans l'intériorisation, ça devient un choix intérieur. Je vous donne un exemple. Je suis une femme et je suppose que je dois cuisiner pour une fête de famille. Si je cuisine pour une fête de famille parce que j'ai peur qu'on me critique, je ne le fais pas. Si je ne le fais pas, voilà. Si je cuisine parce que j'ai peur qu'on me critique, si je ne le fais pas, alors je suis dans la contrainte. Je vais finir par m'épuiser et je finirai par être remplie de rancune plus tard. Alors que si je cuisine pour cette même fête, parce que la solidarité et l'hospitalité sont des valeurs que j'ai choisies et que j'aime, je suis dans l'autonomie. Je serai peut-être physiquement fatiguée, mais psychologiquement, je serai alignée et nourrie. Et c'est ce que Mademoiselle Grace disait tout à l'heure. Si l'acte est aligné avec nos valeurs. Alors, l'acte est le même dans l'exemple que j'ai donné, mais c'est l'intention qui change tout. L'autonomie, c'est transformer le il faut en je choisis. Donc, l'opposé de l'autonomie n'est pas la dépendance, c'est la contrainte. Quand je ne suis pas dans l'autonomie, je suis dans la contrainte. D'accord? Alors,
À ce niveau, j'ai voulu partager avec vous, juste après la définition de l'autonomie, les besoins psychologiques, les besoins fondamentaux. Et vous allez constater que parmi les besoins fondamentaux, il y a l'autonomie. Alors, le premier besoin ici, qui est le socle, c'est le socle de tous les trois besoins, c'est l'apparentement, qu'on appelle aussi le besoin d'attachement. Alors, c'est ce besoin viscéral d'être connecté aux autres, de recevoir de l'amour, de se sentir aimé et d'aimer en retour, d'appartenir à une communauté. Et l'être humain, comme l'a dit un auteur, nous sommes un être social. Nous ne pouvons pas vivre en dehors des autres. Nous avons besoin des autres. Et c'est le seul être vivant qui reste dépendant de son environnement jusqu'à un certain âge avant de commencer par parler d'autonomie. Le bébé qui naît aujourd'hui ne peut pas parler d'autonomie. C'est impossible. Il a besoin d'être connecté, d'être en lien avec des figures d'attachement pour survivre dans son environnement. Alors, ça, c'est le socle. Et quand ce besoin n'est pas correctement, je dis bien correctement satisfait, les autres ne peuvent pas être satisfaits. Les autres seront satisfaits de façon euh, pas totale. Il y aura toujours quelque chose à travailler à ces niveaux-là. Alors, l'autonomie ici, c'est le moteur. Vous voyez, c'est au milieu, c'est le moteur. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas de l'indépendance, c'est la capacité d'être soi-même au sein de la relation. C'est sentir que je peux dire, je pense ci, je pense ça, ou je choisis ci, je choisis ça, sans risquer d'être rejeté, d'être banni du groupe ou de la société. Et le besoin suivant, c'est la compétence. Et ça, c'est l'action. C'est l'action. C'est le besoin de se sentir efficace, de relever des défis, d'avoir de l'impact sur son environnement. Alors, imaginez un tabouret à 3 pieds, par exemple, et que le premier pied soit l'attachement. Donc, je suppose une femme qui s'occupe de tout le monde parce qu'elle n'a pas un attachement sécu, elle s'occupe de tout le monde, elle porte tout le monde. Et le deuxième qui est lié à sa compétence, elle fait 1000 choses à la fois. Elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci. Mais le pied de l'autonomie est tout petit. Est tout petit. Est tout petit parce qu'elle n'ose pas s'écouter. Et quel serait le résultat? Le tabouret serait bancal. Alors, vous tenez par la force les choses, mais c'est épuisant parce que je l'ai dit, le contraire de l'autonomie, c'est la contrainte. Et je vous invite aujourd'hui à rallonger le pied de l'autonomie pour équilibrer le tabouret. Alors, nous passons au troisième point, le diagnostic, la réalité psychologique. Alors, nous avons des fondations invisibles. Alors, pourquoi certaines d'entre nous sont-elles terrifiées à l'idée de demander de l'aide? Parce qu'il y a des personnes qui ont peur de demander de l'aide. Elles ne savent même pas demander de l'aide. Pourquoi d'autres ont-elles besoin d'appeler leur mère 3 fois par jour pour valider une décision, par exemple? La réponse se trouve dans nos fondations. Et le chercheur Bob Lee a travaillé sur ça et a découvert que notre cerveau est câblé depuis l'enfance. Et c'est ce que nous appelons les modèles internes opérants. Ce sont des logiciels qui sont installés depuis notre enfance et qui pilotent nos relations. Alors ici, j'ai mis 2 cadres devant vous pour schématiser un peu la zone de refuge. Alors, qu'est-ce que je mets dans la zone de refuge? C'est la base de sécurité. Alors, imaginez un enfant, quand il a peur ou il a mal, son système d'attachement, c'est-à-dire sa base de sécurité, s'active. Donc, il court vers sa figure maternelle, là, généralement c'est la maman ou un substitut de mère, ça dépend. Et une fois qu'il court vers sa base de sécurité, il se sent rassuré. Donc, son système
d'attachement se désactive et il active maintenant la zone de l'exploration. Il part jouer, il apprend, il découvre le monde. Alors, ce qu'il faut comprendre ici est qu'on ne peut pas explorer le monde, c'est-à-dire on ne peut pas avoir des ailes si on n'a pas une base de sécurité solide. Donc, si la base, c'est-à-dire les racines sont fragiles, l'exploration est bloquée par l'anxiété. C'est pour ça que certaines personnes, dès qu'ils sont en face d'une promotion ou dès qu'elles sont dans une situation, elles vont changer de niveau, l'auto-sabotage commence. Et c'est automatique et inconscient. Il faut comprendre ce qui se joue pour pouvoir vraiment changer la situation. Et aujourd'hui, le drame de beaucoup de femmes, c'est ce que l'on appelle l'inversion de la base. C'est-à-dire très jeunes, parce qu'elles ont été brillantes ou parce qu'elles étaient les aînées de leur famille, elles sont devenues la base de sécurité de leurs parents et de leurs frères et sœurs très tôt. Et c'est ce que nous appelons la parentification. Donc, à un âge précoce, on retrouve la jeune fille qui se trouve en situation de porter toute la famille. Mais elle, qui la portait, elle? Au lieu de nourrir sa base de sécurité, tout autour d'elle lui demande d'être cette base pour d'autres personnes. Donc, toi, tu es l'aîné, tu dois t'occuper de tes frères, tu deviens en même temps une petite maman si tu es l'aîné. Donc, même si cette fille a grandi, qu'elle a fait des études, qu'elle a une carrière, elle n'a pas de base de sécurité. Donc, elle a développé une autonomie qu'on va appeler autonomie de survie, qui n'est pas réellement la bonne autonomie qu'il faut avoir. Donc, cette fille a appris à avancer en serrant les dents. C'est héroïque, mais c'est très épuisant. C'est tellement épuisant qu'à un moment donné, elle peut s'effondrer, elle peut craquer. Alors, c'est comme ça, on entend, mais elle paraissait forte. Mais moi, c'est une dame forte. Moi, je ne pouvais jamais imaginer qu'elle allait faire un AVC à un âge pareil. Mais c'est quelque chose qui était en dessous depuis longtemps. Ça ne vient pas comme ça. Donc, dans la zone de refuge, qui est notre base de sécurité, et puis c'est indéniable. Nous avons tous une base de sécurité, qu'elle soit sécure ou insécure. Et c'est là-bas qu'on va rechercher du réconfort quand on ne va pas bien. C'est là-bas que se trouvent nos ressources personnelles qui vont nous permettre d'évoluer, d'avancer, d'explorer le monde, d'évoluer. Alors, quels sont les styles d'attachement? Les styles d'attachement, ce n'est rien d'autre que nos stratégies de survie. J'ai parlé tout à l'heure de besoin d'attachement. J'ai dit que quand ce besoin n'est pas satisfait, tous les autres ne seront pas satisfaits. Alors, le style sécure, ce qui est en bleu, c'est ce qui devait être. C'est-à-dire, si je reçois suffisamment d'amour, d'attention de mon environnement, je vais ressentir moins d'anxiété que les autres. Je serai moins dans l'évitement. Donc, je serai très à l'aise dans la proximité émotionnelle. Je vais faire confiance aux autres. Je ne serai pas tout le temps en mode hyper vigilance. Il y a des femmes qui sont tellement hyper vigilantes que elles ne peuvent même pas dormir correctement. Le moins petit bruit, elles sont déjà en éveil. Ça, c'est l'hypervigilance. Bonne estime d'elle-même, exprime clairement ses besoins et peut avoir une très bonne résilience face au stress relationnel. Alors, si ce besoin n'est pas satisfait, nous aurons trois autres types d'attachement. Et le style détaché, évitant. Ça, c'est le profil des femmes fortes, ça. Les femmes fortes, résilientes. Bon, en apparence. Alors, elles sont beaucoup dans l'évitement, dans l'intimité émotionnelle. Donc, elles se disent, moi, je ne suis pas dans la distraction, hein. Les émotions, la colère n'a pas de place chez moi. Et surtout quand c'est une femme chrétienne, elle est encore plus
couper de ses émotions parce que elle serait tout le temps dans la parole. Je suis d'accord, c'est une bonne chose. Mais si elle ne va pas comprendre son style d'attachement, elle serait toujours à un point où elle va tourner en rond parce qu'elle évite l'intimité émotionnelle. Toutes les situations qui seront bénéfiques pour elle, qui vont exiger de l'intimité émotionnelle, elle ne pourra pas. Donc, elle va survaloriser l'indépendance, parce que l'indépendance est une bonne chose, mais elle va survaloriser. Il y aura une grande distance affective, beaucoup de méfiance envers les autres et beaucoup d'inconfort face aux démonstrations d'affection. Donc, il y a des moments comme ça, elles vont te donner à manger, elles vont t'acheter tout ce que tu veux, mais elles sont pas dans les histoires de je t'aime, moi non plus. Elles sont pas dans l'affection, dans le câlin. Pas parce qu'elles n'aiment pas leur enfant, mais elles n'ont pas reçu. Donc, elles savent pas comment donner, tout simplement. Alors, le style préoccupant, ambivalent. Ici, nous sommes face à une forte anxiété et un faible évitement. C'est un besoin intense de proximité. La peur du rejet et de l'abandon, c'est très prononcé ici. Recherche constante de réassurance. Et c'est dans ce profil-là qu'on tombe facilement dans des schémas de relations toxiques parce qu'on a une grande dépendance affective. Hypersensibilité au comportement de l'autre, difficulté d'estime de soi. Et le dernier, le style désorganisé, craintif. Alors, quand on a ce style-là, on a besoin en urgence d'accompagnement parce que forte anxiété et fort évitement, tout est à l'extrême ici. Les relations sont très imprévisibles, peur simultanée de l'intimité et de rejet, méfiance dans le lien, une grande instabilité émotionnelle et un faible sentiment de sécurité intérieure. Et ce sont des personnes qui peuvent avoir des idées noires et un passage à l'acte très rapide. Des personnes très suicidaires. Parce que ici, la sensibilité est à un niveau très élevé. Donc, l'évitante, comme j'ai dit, c'est la blindée, c'est la femme forte. C'est la femme que tout le monde admire, elle n'a pas appris à exprimer ses émotions, donc elle a l'air forte, elle a l'air résiliente face aux situations. Alors, voilà, on va parler maintenant des stéréotypes. Les stéréotypes. Nous sommes toujours dans le diagnostic, hein? Alors, est-ce que vous avez déjà ressenti cette fatigue étrange après une journée où vous avez dû être euh, la bosse au travail et en même temps vous revenez à la maison pour être l'épouse soumise le soir ou travailler à l'école, revenir être la fille aînée, travailler à la maison. Alors, ce n'est pas seulement de la fatigue physique, hein, c'est ce qu'on appelle aussi la dissonance cognitive. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on met dans la dissonance cognitive. En psychologie sociale, la dissonance cognitive survient quand vos actions contredisent vos programmations profondes. Alors, d'un côté, nous avons le monde moderne qui vous demande d'avoir des ailes, de parler fort, de décider, de diriger, d'agir, d'être affirmé, de prendre sa place, de briller. Mais de l'autre côté, nous avons l'inconscient, là où se trouvent nos racines, qui vous murmurent les règles. Voilà, une femme ne doit pas hausser le ton, il faut être discrète, ne faire pas d'ombre à ton homme, il faut laisser l'homme, c'est le chef de la famille, il faut le laisser briller, il faut rester à sa place. Donc, la société vous demande ces deux choses à la fois. Là, il y a une menace. Il y a une menace qu'on va appeler la menace du stéréotype. Et il y a ce qu'on appelle la menace, et bon, j'ai dit la menace du stéréotype. Quand vous rentrez dans une salle de réunion, par exemple, une partie de votre cerveau surveille en permanence, est-ce que je ne suis pas trop agressive? Est-ce que je ne suis pas trop émotive? Donc, il y a un double fardeau que vous portez. Faire le travail que vous avez à faire et gérer encore l'image que vous devez renvoyer aux gens.
Et tout ça, ça a un coût. Ça a un coût énergétique. Et le cerveau déteste la contradiction. Et pour gérer ce grand écart entre qui je suis dans le travail, dans la société et qui je dois être en famille, le cerveau consomme énormément d'énergie psychique. C'est pour cela que vous êtes épuisé, mais ce n'est pas seulement de l'épuisement physique. Vous n'êtes pas épuisé parce que vous êtes incompétente, mais vous êtes en adaptation permanente. Permanente, every time. Donc, la dissonance cognitive est l'état de tension désagréable d'une personne qui agit en contradiction avec ses croyances intériorisées. Et parmi les croyances intériorisées, il y a des croyances qui sont limitantes, des croyances qui ont déjà décidé que vous ne devez pas dépasser un certain niveau. Il y a des femmes, quand elles veulent faire leur thèse, elles ont tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde. Parfois, on se demande, bon, est-ce que ce n'est pas une attaque spirituelle? Les attaques spirituelles existent, bien sûr, mais parfois, c'est les programmes qui sont installés en nous aussi, qui sont en train de jouer contre nous, contre nos ambitions. Vous voyez, donc, j'ai mis l'image là pour vous, pour essayer de schématiser un peu ce qui se joue. Alors, le cœur du problème se trouve où? Pourquoi on s'épuise tant? Alors, il faut connaître la qualité de votre motivation. Il faut vraiment connaître la qualité de la motivation. Alors, parfois, on peut se demander pourquoi suis-je aussi fatiguée alors que j'aime mon travail, j'aime ma famille, j'aime ce que je fais. Alors, la réponse, elle est terrible parce que ce n'est pas ce que vous faites qui vous épuise, c'est pourquoi vous le faites. Alors, ici, dans la zone rouge, il y a ce qu'on appelle le mauvais carburant, la motivation contrôlée. Alors, imaginez que votre psychisme est une voiture. Beaucoup d'entre nous roulent avec un carburant toxique. Donc, si le carburant n'est pas de bonne qualité, euh, il est toxique. Donc, c'est quand j'agis pour éviter une punition. C'est-à-dire, l'intention là, l'intention de mon acte, c'est parce que je veux éviter une punition. Ou pire, je veux éviter de me sentir coupable. Donc, la pression, la culpabilité, la honte, je dois le faire. Sinon, qu'est-ce que les gens vont penser? Si je ne vais pas à cette fête-là maintenant, ils vont penser que je suis ci, je suis ça. Alors qu'au fond, je suis fatiguée. J'ai besoin de me reposer et ce n'est pas indispensable pour moi de ne pas y aller. Et nous avons maintenant la zone verte qui est la motivation autonome. Chaque action qui est alignée avec votre intérêt, le sens que vous donnez à la vie, vos valeurs, je choisis de le faire. Quand je choisis de le faire, j'ai la force pour le faire. Le résultat, c'est que j'ai beaucoup de vitalité et de créativité face à ce que je veux faire. Donc, ce n'est pas la quantité de travail qui épuise, mais c'est le manque de consentement intérieur. Quand vous êtes désaligné, vous le faites pour les autres, mais vous ne le faites pas pour vous-même. À moins parce que parfois on peut se retrouver dans une société où ce qu'on nous demande, c'est quand même la bonne chose à faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut faire le travail d'intériorisation de cette valeur. Donc, s'il y a quelque chose qu'on me demande que je n'ai pas appris, je peux prendre le temps de l'apprendre et de l'intérioriser et faire de cette valeur ma valeur. Mais tant que ça ne devient pas ma valeur, je serai toujours dans l'épuisement. Donc, quand vous êtes autonome, vous ne subissez pas l'action, vous l'habitez. Et le drame de la femme aujourd'hui, c'est qu'elle est souvent championne de la motivation contrôlée. Elle le fait pour sa famille, pour son époux, pour les autres, pour les gens du quartier. Donc, elle a excellé à l'école parce qu'elle avait peur de l'échec. Elle excelle au travail parce que, elle a peur de l'imposture. Donc, elle réussit, oui, mais à quel prix? Elle n'a pas appris à faire les choses pour elle-même.
Mais on peut l'apprendre. C'est jamais tard de l'apprendre. On peut toujours l'apprendre. Alors, votre environnement. Votre environnement est votre tuteur ou votre censeur. Nous allons identifier ici les climats qui nourrissent ou qui étouffent. Alors, nous avons le style contrôlant que j'ai nommé le censeur. Comment reconnaître un environnement toxique pour votre automobile? Parce qu'il y en a plein, des environnements toxiques. Alors, c'est un environnement qui utilise la pression. Il ne s'intéresse pas à ce que vous ressentez, mais seulement à ce que vous produisez. C'est le résultat. Tant que le résultat est OK, voilà. Donc, c'est le il faut, tu dois, tu devrais. Et on utilise toujours la culpabilité pour maintenir cette pression-là. Tu me déçois beaucoup parce que moi, je pensais que c'était ci, c'était ça. Et c'est un environnement qui est intrusif parce qu'il impose sa vision. Il ne tolère même pas la discussion. C'est non négociable. On ne veut pas savoir ce que vous ressentez, comment vous allez faire, non. Donc, le signe ici qui ne trompe pas là, c'est l'utilisation de l'amour conditionnel. Je t'aime, si tu es sage, je t'aime, et puis voilà, on va s'entendre. Mais si tu n'es pas sage, je ne t'aime plus. Bon, on ne le dit pas, mais c'est ce que ça sous-entend. Voilà. Je t'aime si tu ne fais pas d'histoire. Tant que tu ne fais pas d'histoire, toi et moi, on va s'entendre. Alors que l'être humain ressent des émotions, suit des émotions à longueur de journée. Donc, les émotions, ce n'est pas fait des histoires. Ce sont nos panneaux de signalisation. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, ça, c'est un environnement contrôlant. Donc, vous n'avez pas à lutter contre un environnement contrôlant. Vous pouvez choisir quitter un environnement contrôlant. D'accord? Maintenant, l'environnement soutenant. C'est ça que je nomme le tuteur. À l'inverse, c'est un environnement qui vous soutient au travail, en famille. Et pour reconnaître cet environnement, il vous comprend. Il reconnaît votre perspective. Il vous donne des choix. Il demande votre avis, il vous fait des propositions. C'est un environnement où vous avez le droit d'être en désaccord sans que le lien ne se brise. Vous avez le droit de dire, je ne suis pas d'accord. Et ce n'est pas parce que vous avez dit, je ne suis pas d'accord, qu'on va tout vous couper en même temps. Et on le voit dans certaines relations amoureuses. Dès que la femme refuse de faire ce que l'homme veut là, tout de suite, elle n'a plus aucun privilège, elle n'a plus rien. Voilà. Alors, une graine saine ne peut pas pousser dans du ciment. C'est impossible. Parfois, le problème n'est pas vous, c'est le sol. Parfois, vous ne donnez pas des résultats parce que vous n'êtes pas dans le bon environnement. Et moi, j'ai déjà vu dans mon petit parcours professionnel des femmes, dès qu'elles ont changé d'environnement, elles ont une meilleure santé, elles ont la promotion, elles évoluent et tout va bien dans leur vie parce qu'elles ont quitté juste une relation. Alors, ce n'est pas que l'autre faisait des choses mystiques, hein, mais l'environnement était tellement contrôlant, toxique que cette femme ne pouvait pas prospérer, malgré qu'elle avait toutes les compétences du monde. Voilà. C'est vrai que ça fait réfléchir, mais bon, voilà. Donc, identifier qu'un environnement est contrôlant vous permet de ne plus prendre les risques. Certains, c'est de ne plus prendre les critiques personnellement parce que ce n'est pas vous le problème. Ce n'est pas vous qui êtes nul, mais c'est l'environnement qui est tout simplement inadapté pour vous. Alors, mais à ce niveau-là, avant de continuer, pour vous donner les pistes, nous allons faire un exercice quand même en petit groupe. D'accord? Nous allons avoir un temps de verbalisation face à tout ça. Donc, je vais arrêter d'abord de partager mon écran et je vais
Je vais faire la répartition. Madame Karine, c'est bon, je peux répartir? Oui, vas-y. Mais tu sais qu'on ne te Oui. voit pas. Ah, d'accord, vous ne me voyez pas? Oui, parce que mon écran m'embête, donc j'ai dû couper ma vidéo pour mieux, voilà, pour dégager mon écran ici. C'est bon, C'est vous me bon. voyez Oui, c'est bon. Oui. maintenant? D'accord. Alors, je donnerai les consignes dans les groupes. Donc, je vais créer. Combien de groupes on peut créer maintenant? On est 15. Bon, je crée 3 groupes, c'est bon? Oui, 3, ce serait bon, on est 15, oui. Ouais. OK, ça va se créer automatiquement. Donc, vous allez voir sur vos écrans pour accepter l'ajout dans les groupes, s'il vous plaît. OK, joindre. Donc, vous cliquez simplement sur joindre. Join. Join, Voilà. c'est joindre. Join, vous cliquez sur ça et c'est fini. Merci bien. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi le temps. Oh, j'ai coupé, je ne sais pas. Le J'ai débat est pas très revenu riche. tout le monde. Je ne voyais Ok. pas les gens. Et on ne revenait pas, j'ai fait revenir. Excusez-moi. Donc, vous n'avez pas terminé. Bon, mais ça va. Allez, ça peut aller. Ouais, L'essentiel est dit, madame. OK, ouais. c'est bon. Alors, OK. Vraiment, est-ce que vous avez aimé ce petit moment de partage? Ça vous a... Ouais, ouais. On a trop aimé, hein. On a trop aimé. Ah, On a alors, vraiment aimé. Ça permet merci beaucoup. d'échanger, d'avoir d'autres sons de cloche par rapport à ce Oui, on subissait et qu'on ne savait même pas que c'est vraiment des c'est choses qu'on c'est traverse sans ça, le savoir. c'est ça. Alors, on aura un autre moment à la fin pour poser les questions, pour mieux OK, échanger. Donc, je vais OK, continuer le OK. partage. OK. Donc, on ferme le micro, alors. Ah oui, oui, fermez les micros. OK. Fermez le micro. Alors, c'est bon, vous m'entendez toujours? oui, oui. Ok, ça marche. Alors, donc, voilà, hein. Je passe maintenant à la... Voilà, les pistes de solution. Les pistes de solution. Euh, c'est vrai que lors des partages, j'ai entendu beaucoup de choses, hein, j'ai noté et je vais en tenir compte à la fin pour les réponses. Alors, quand on n'a pas une autonomie solide, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai parlé de la base de sécurité. Il faut aller reconstruire sa sécurité, c'est impératif. Ce n'est même pas à contourner. Parce que tant que le problème va persister de ce côté-là, on ne pourra pas du tout avancer. Alors, ici, j'ai mis la stratégie des tuteurs de résilience. Alors, qu'est-ce que je mets dans tuteur de résilience? Ce n'est pas un sauveur. Non, ce n'est pas un sauveur, mais c'est une personne auprès de qui votre système nerveux se calme naturellement. C'est une personne auprès de qui votre système nerveux se calme naturellement. Et il y a trois tuteurs de résilience. Alors, comment les reconnaître d'abord? Comment savoir si une personne dans votre environnement est un tuteur de résilience? Alors, ce n'est pas forcément la personne qui vous donne des conseils ou de l'argent quand vous êtes dans des difficultés. Non.
tout passe par le corps. Alors, quand vous êtes avec cette personne et que votre corps peut se détendre, vos épaules peuvent descendre et que votre ventre peut se dénouer, alors vous êtes face à une figure sécure. Ça voudra dire que la personne vous co-régule. Alors, ce que je dis ici, c'est très important, c'est le nœud même de l'autonomie, ça. Parce que on a des personnes autour de nous qui, en apparence, peuvent être de bonnes personnes, bienveillantes et tout. Votre mental vous dit que c'est une bonne personne, alors que votre corps vous dit le contraire. Et pour pouvoir identifier et savoir véritablement si telle ou telle personne est une personne qui co-régule votre système nerveux, vous devez d'abord apprendre à écouter votre corps. Et ça, c'est un autre challenge. Mais tout passe par là. La connaissance de soi ne peut pas se faire en dehors de l'écoute du corps. Alors, je vois plus des gens qui aiment la lecture, ils vont lire tous les livres de développement personnel, ils vont tout comprendre intellectuellement, mais ils pourront pas l'intégrer, vivre ça parce que il y a un travail à faire. Et ce n'est pas dans le mental que ce travail se fait, c'est dans le corps. Donc, la meilleure façon de se connecter à son corps, d'être à l'écoute de son corps, c'est d'abord se poser quelque part et de respirer en toute conscience. Ça, c'est les bases de la méditation que nous utilisons en thérapie, qui n'a rien à voir avec la méditation à l'église, hein. C'est totalement scientifique. Se connecter avec sa respiration pour habiter son corps. Parce que toutes les émotions se vivent à travers le corps. Une émotion, c'est une énergie en mouvement qui crée forcément des hormones qui activent la sécrétion de différentes hormones et ces hormones-là se manifestent dans le corps. C'est pour ça que quand on est en colère, on sent qu'on a beaucoup d'énergie, le cœur peut battre très fort, on ressent une forte tension musculaire, on a envie d'agir, de gifler ou de se battre avec quelqu'un. Mais dans le même temps, on a des micro-émotions, on a des colères qui ne sont pas intenses, qui sont froides, mais qui se manifestent par de petites sensations. Et il faut être vraiment à l'écoute de son corps pour reconnaître ces émotions-là. Donc, la reconnaissance d'une personne qui vous rend sécure se passe par le corps. Et moi, je l'ai vécu personnellement. C'est parce que j'ai étudié ça que j'ai pu facilement reconnaître ça. Il y a une personne dans mon environnement. Dès que je reçois la visite de cette personne, je peux avoir l'insomnie n'importe comment. Je sens que si je me couche là, je vais dormir. Et quand je me couche, je dors. C'est-à-dire, mon corps est tellement détendu vis-à-vis de cette personne. Mais bizarrement, mon mental n'accepte pas cette personne. Pourquoi? Parce que mes schémas répétitifs là, mes schémas de défense là, ont déjà intercepté, ne reconnaît pas cette personne comme étant quelqu'un qui peut nourrir ce schéma, parce que ce schéma est un schéma limitant. Donc, toutes les personnes qui ne nourrissent pas ce schéma sont écartées par le mental, mais le corps peut reconnaître ce genre de personnes. Donc, le discernement aussi passe par le corps. Parce que si vous faites totalement confiance à votre mental, vous allez passer à côté. Donc, vous devez vous préparer psychologiquement, préparer votre corps pour vraiment ressentir ce dont je suis en train de parler. Alors ici, j'ai mis mentor, j'ai mis allié, j'ai mis expert. Alors, euh, un mentor, c'est quelqu'un qui vous guide. C'est pas forcément quelqu'un qui qui vient vous sauver, mais c'est peut-être quelqu'un qui a fait le chemin avant vous. Donc, si j'ai un défi, je traverse un défi dans ma vie actuellement et que j'ai quelqu'un qui a déjà traversé ce défi et qui m'inspire confiance, cette personne peut devenir mon tuteur de résilience parce que face à cette personne, je peux facilement exprimer mes émotions et c'est de quoi je parle. Donc, il peut être mon mentor.
Et le mentor n'est pas forcément le père spirituel à l'église. Si la personne que vous appelez père spirituel n'a pas vécu certaines choses ou ne voit pas les choses d'une certaine façon, il a beau être votre père spirituel, mais il ne pourra pas vous aider. Donc, le mentor ici, c'est vraiment lié au défi que vous traversez, à la situation que vous traversez. L'allié peut être un bon ami, une sœur, un frère qui ne vous juge pas, qui sait écouter, qui sait accueillir les émotions, qui ne va pas vous dire non, sois forte et ne pleure pas, tu n'as pas le droit de te décourager, tu dois toujours te relever. Non, qui va dire non, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être fatigué. Tu ne peux pas être forte tout le temps. Repose-toi un peu, repose-toi sur mes épaules, le temps de reprendre la lutte. Ça, c'est un allié. Maintenant, l'expert, c'est quelqu'un qui va vous accompagner professionnellement. Donc, vous pouvez aller, c'est-à-dire quand vous n'arrivez pas et que c'est dur et que ni le mentor ni l'allié ne peut vous aider à traverser le chemin que vous êtes en train de traverser, vous pouvez aller consulter un professionnel qui va vous accompagner. Et il y a des schémas qui sont vraiment intenses et durs. On a vraiment besoin d'un accompagnement spécialisé. Et vous devez savoir que l'autonomie ne se construit pas dans le vide et jamais seul. C'est impossible. Même pour un professionnel de santé mentale, il ira chercher de l'aide. Et ça, c'est le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. On se dit, bon, avec la prière, ça va aller. Parfois, on a besoin, c'est pas parfois, toutes les fois, parce que l'autonomie se travaille dans le lien. Reconstruire la sécurité. Vous avez besoin de vous attacher à quelqu'un qui est sécure pour apprendre ce que c'est que recevoir de l'amour inconditionnel et apprendre à aimer. Ça s'apprend. Alors, c'est le rôle des parents, des figures d'attachement. Et si eux, ils n'ont pas pu le faire, c'est que d'autres personnes peuvent le faire. Ce n'est pas forcément eux. Ce n'est pas forcément eux qui doivent le faire. Donc, voilà, vous pouvez aller chez un psy ou appeler une amie quand ça ne va pas. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. C'est aller chercher du carburant pour continuer à voler. Et pour finir avec ce slide, l'ami, c'est votre allié, quelqu'un avec qui vous pouvez rire, pleurer. Le mentor, c'est quelqu'un qui va vous guider, qui a la compétence nécessaire. Et le thérapeute, c'est quelqu'un qui peut accueillir vos valises émotionnelles que vous traînez depuis des années et qui sont trop lourdes. Parce que le thérapeute a reçu une formation pour vous aider à vous décharger, à vous reconstruire. Voilà. Alors donc, premièrement, reconstruire sa sécurité, c'est très important, ne pas le faire seul. Alors, après, renforcer sa compétence. Renforcer sa compétence. Le syndrome de l'imposteur, ça vous parle? Combien d'entre vous, avant de prendre la parole ou de lancer un projet, se disent, ah, je ne suis pas assez prête. Qui suis-je pour faire ça? C'est ça ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Il vous attaque directement dans votre besoin de compétences. Et pour le guérir, il ne faut pas penser positif, hein. Il faut agir stratégiquement. La pensée positive, ça fonctionne, mais ça dépend de la situation. Ici, le syndrome de l'imposteur est très violent. Les personnes qui ont traversé ça le savent. Vous avez la compétence, hein. Vous êtes totalement compétent pour faire le travail. Mais une petite voix vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous ne pouvez pas. Alors, la stratégie ici, il y a la zone d'ennui, il y a la zone de sécurité, il y a la zone de panique. Alors, ce que je mets dans retrouver le flow et sortir de l'imposture, c'est que si vous vous fixez un objectif trop haut, vous allez tomber dans l'anxiété. Donc, c'est la zone de panique. Le défi est trop haut, donc vous allez vous épuiser. Et ça viendra renforcer le sentiment que vous êtes incompétent, alors que c'est faux.
Alors, si vous restez dans une zone de confort par peur de l'échec, vous tombez dans l'ennui et votre estime de soi va s'effriter. Donc, quand le défi est trop facile, vous stagnez. Quand vous n'avez pas de défis de croissance, parce que pour croître, il faut avoir des défis. La croissance vient dans les difficultés. Donc, quand le défi est trop facile, vous allez stagner. Donc, il faut trouver une zone où le défi est ajusté, où vous progressez pas à pas. L'autonomie se construit dans le canal du flow. C'est le défi optimal. C'est choisir une action qui est juste, un peu au-dessus de ce que vous avez fait, assez dur pour vous stimuler, mais assez facile pour réussir. Donc, je donne un exemple. Au lieu de dire, je ne parlerai plus jamais à ma belle-mère toxique, par exemple, c'est trop dur. Ça va générer de l'anxiété en vous. Dites plutôt, cette semaine, je ne répondrai pas au téléphone après 20 heures. Vous voyez, ça, c'est un défi optimal. Vous allez pouvoir y arriver. Ainsi de suite. Alors, il y a un auteur qu'on appelle Albert Bandura qui a prouvé que c'est l'accumulation de petites victoires, les petits pas qui reprogramment le cerveau. On arrête de se dire je suis nul et on commence à voir je suis capable, mais avec de petites actions, de petites actions. Voilà. Donc, l'autonomie se trouve au milieu, ni dans la facilité, ni dans la montagne infranchissable. Il faut viser le juste milieu et il ne faut pas être seul. Surtout, il ne faut pas être seul. Alors, le troisième point, s'affirmer émotionnellement sans rompre le lien. Vos émotions sont votre boussole intérieure. Et je l'ai toujours dit, il y a un poème que moi j'aime bien par rapport à ça. Après, vous allez chercher La maison d'hôte de Rumi. Donc, les émotions sont des invités qui viennent nous rendre visite tous les jours. Chacune d'elles avec le message qui est caché dedans. Donc, la colère, par exemple, la colère vient vous dire que l'une de vos valeurs ou limites a été violée. Donc, quand vous êtes en colère, vous n'êtes pas en colère parce que vous n'êtes pas une personne forte ou vous êtes faible, non. C'est parce que quelqu'un a violé vos limites. Et il faut aller chercher là où votre limite a été violée pour poser maintenant une limite et dire un non ferme. Stop. Et c'est dans cette action que votre autonomie se travaille. Parce que très souvent, on dit oui pour paraître la bonne personne, la bonne femme, la bonne épouse, la bonne collègue, et on n'arrive pas à dire non. Donc, la tristesse, le message que la tristesse cache, j'ai perdu quelque chose d'important. Donc, quand je perds quelque chose d'important, c'est normal que je sois triste. C'est normal que je manifeste ma tristesse par les pleurs. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Et souvent, je l'entends au moment des pertes en vie humaine. On dit souvent ne pleure pas, on ne pleure pas, sois forte. Mais si je ne pleure pas et je n'évacue pas cette tristesse, comment mon cerveau va passer à autre chose? Comment mon cerveau va apprendre à vivre sans cette personne après? Parce que la vie continue. La vie continue. Et tant qu'on ne s'autorise pas à exprimer certaines émotions, la vie continue, mais on est bloqué dans cette situation qui est déjà passée. Donc, c'est normal de chercher du réconfort, de pouvoir pleurer dans les bras de quelqu'un, sur les épaules de quelqu'un pour pouvoir traverser cette période. Parce que chercher du réconfort vient renforcer votre base de sécurité. Vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit d'être soutenu, vous avez le droit que quelqu'un soit là pour vous. C'est très important. J'ai mis quelques émotions, hein, la peur. La peur, on a tendance à vouloir rapidement supprimer la peur. C'est vrai qu'il ne faut pas la faire, il ne faut pas la laisser trop prendre le contrôle. Mais le message que la peur vous apporte, c'est je ne suis pas assez préparé face au danger.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller se sécuriser ou il faut aller se préparer. Mais il ne faut pas rester là où on est pour dire non, j'ai peur et puis voilà. Donc, la formule qui marche, que j'ai nommée la formule magique, c'est l'assertivité. Dire sa vérité avec fermeté, soigner la relation dans la douceur et avoir une main de fer dans un gant de velours. Alors, qu'est-ce que je mets dans avoir une main de fer dans un gant de velours? C'est, c'est un non ferme dans le fond, sur le fond, mais doux sur la forme. Vous n'avez pas besoin de crier pour être autonome. Le calme est la preuve ultime. Le calme est la preuve ultime de l'autorité. Donc, ce n'est pas forcément crier, hein, mais c'est de pouvoir rester ferme sur sa décision. Donc, on vous invite à une fête, vous ne voulez pas parce que ce n'est pas en lien avec vos valeurs. Vous dites non. On va chercher à vous convaincre. On va dire non. Il y aura ci, il y aura ça, bien sûr. On va vous faire le chantage affectif. Mais vous n'avez pas besoin de crier. Vous avez juste besoin de dire non, c'est non. Et pouvoir gérer vos propres émotions ou les schémas, les anciens schémas qui vont essayer de vous pousser quand même à dire oui pour plaire. Oui, pour être accepté, pouvoir garder ce nom-là dans la douceur et dans le temps. Voilà. Et là, nous allons conclure parce que si on doit parler de l'autonomie, là, ça peut prendre des jours. J'ai essayé de résumer du mieux que je peux. Pour conclure, je peux vous dire que l'autonomie psychologique n'est pas une rupture. C'est la capacité d'habiter nos relations sans nous y perdre. Voilà. Et quand vous êtes dans une relation, par exemple, les enfants le font souvent avec les parents, parce que les enfants, ce sont les plus gros manipulateurs. Ils savent bien manipuler. Et quand vous n'avez pas l'habitude de dire non et qu'un jour, vous voulez dire non, ils vont vous faire le chantage affectif. Donc, apprendre quand même à avoir une bonne relation avec ses enfants et ne pas céder au chantage affectif. Et en même temps, apprendre à l'enfant comme ça que dans la vie, on ne dit pas forcément oui à tout pour plaire. Il va se fâcher, il va mettre la distance, mais il va revenir parce que la relation reste la relation. Il y a des relations qu'on ne détruit pas. Il y a des relations qui sont des relations à vie. Mais les relations qu'on peut facilement supprimer pour son bien-être, on peut supprimer, mais il y a d'autres qu'on ne supprime pas. Donc, on essaie de réadapter les choses. Alors, trois pépites à emporter après cette conférence, c'est que je soigne ma base de sécurité avec mes tuteurs. Je choisis mes combats, ma motivation autonome, les combats qui sont alignés par rapport à mes valeurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire forcément comme les autres. Nous n'avons pas la même histoire, le même vécu, on n'a pas la même source de motivation, on n'a pas la même challenge. Ce n'est pas parce que l'autre est en train de faire quelque chose, de piloter un projet, que moi-même, je dois prouver à tout le monde que je suis à la hauteur. Parce que nous avons un environnement qui compare. La comparaison maladive, là, c'est partout. Regarde-t-elle. Toi, tu ne peux même pas faire ci. Même des maris qui sont tout le temps en train de mettre en concurrence leurs femmes avec d'autres femmes. Donc, choisis vraiment ses combats et écoutez sa colère. La colère, c'est une émotion qui vous apporte la vraie information quand vous voulez travailler votre autonomie. C'est elle qui vous dit quand votre frontière est violée, quand une limite n'est pas respectée. Donc, c'est votre vraie boussole. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et vous pouvez maintenant poser toutes vos questions. Nous allons essayer de trouver les réponses ensemble. Merci. Merci beaucoup, Madame Abadame. Ah, bah, Abadagan, je d'accord. te parle tout. C'est parce que j'ai un couple ami Merci. Abadame. Et ça, là, Ah, d'accord. quand on dit Abadala, c'est toujours Abadame qui vient. Oh mon Dieu, désolée, Madame Abadagan. Bon, vraiment, tout particulièrement, je tiens à dire merci parce que je vois que, comment dire, mon but est atteint
mon but est atteint en ce sens que c'est un thème que j'ai voulu vraiment qu'on développe pour apporter des informations. Et déjà dans mon groupe, quand j'étais dans les rooms là, quand j'échangeais avec les filles, j'ai vu que j'avais mes filles là dedans. Donc, j'échangeais avec et j'ai vu que, oh ouais, on a eu beaucoup d'informations, des choses qu'on ne pouvait pas s'expliquer, mais qui se sont passées réellement dans notre vie. Elles ont tellement apprécié. Oh, ouais. Il y a une qui m'a dit, je suis en rage. Je dis non, c'est, le but, ce n'est pas pour être en rage, c'est plutôt pour avoir l'information et savoir comment travailler. Donc, sur ce, je dis que mon objectif est atteint par rapport à cette conférence. Et c'est ça, je vais demander à la modératrice de prendre la relève pour voir les gens, prendre les noms des gens qui ont des questions à poser et faire un peu le suivi pour qu'on voit comment ça va s'organiser pour les questions. Merci beaucoup. OK, D'accord. merci. Donc, c'est le temps des questions. On va faire le tour. Euh, bon, je vais faire plus simple. Je pense que je vais juste passer par les noms qui sont devant moi. Et si vous avez des questions, vous allez le notifier, vous allez poser vos questions. Et à la fin, notre conférencière va juste répondre à toutes les questions. Donc, si je suis l'autre qui est devant moi, j'ai Madame Chantal. Elle n'est pas devant la caméra. Donc, je ne sais pas si elle nous entend. Madame Chantal? Non, OK. Ensuite, j'ai Madame Eugénie. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes sur muet, donc on ne vous entend pas en fait. Il faut... Excusez-moi, j'avais coupé le micro un temps. OK, c'est correct. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais savoir si vous prenez d'abord la liste ou bien on va automatiquement. Je préfère prendre la liste d'abord. Je pense que ce sera OK. mieux, non? Oui. Oui. Inscrivez-moi s'il vous plaît. OK. Oui. Ensuite, nous avons Madame Tossou. Est-ce que vous nous entendez? Madame Tossou. Oui, Madame Tassou vous entend. J'ai quelques questions. OK. OK. Ensuite, nous avons Madame Sophie Poissy. Est-ce que vous aurez des questions? Non, je passe pour le moment. OK. Nous avons Madame Kabiratou. Je pense que j'ai bien gardé le nom. Oui, merci. J'ai des questions. OK. Emmanuela. J'ai des questions, oui. Oui, j'ai des questions. Wow. OK. Ça veut dire que la séance a été très intéressante. Madame Hermione. Non, je n'ai pas de questions. Non, OK. Merci. Josiane. Non, je n'ai pas de questions. Merci. OK. OK. Merci. Ensuite, désolée, je ne vois plus correctement. Maximine, Madame Maximine. Vous êtes sur muet, donc on ne vous entend pas au cas où vous êtes en train de parler. Non, je n'ai pas de questions. OK. Merci. Enfin, j'ai Madame Rolande. Non, je n'ai pas de questions, merci. OK. Enfin, Madame moi, j'ai Karine. des questions. Oui, non, je n'ai pas oublié. Je me suis J'ai des rendu compte questions. que... OK. Donc, on va commencer avec Madame Eugénie alors ses questions. OK. Je salue toute l'assistante et je présente d'abord mes excuses pour mon retard suite à la panne technique que j'avais. J'avais un petit ennui au début. Donc, mes questions sont les suivantes. Je voudrais demander, j'applaudis d'abord l'exposé très brillant de Madame Armel. Un grand coucou
beaucoup. Un gros câlin à Madame Armelle pour son exposé très brillant, très édifiant. Mes questions se résument en 2 points. Je ne sais si ça avait été déjà dit avant que je ne prenne le train en route. Je voudrais que Madame Armelle me donne les différentes formes d'autonomie auxquelles la femme doit accéder pour qu'elle se sente réellement autonome. Quelles sont les différentes formes d'autonomie? Ensuite, il y a un terme de classification. On peut avoir combien de niveaux d'autonomie? Combien de niveaux d'autonomie la femme peut accéder et se dire vraiment qu'elle est autonome? Et elle va nous faire aussi la corrélation entre la psychologie et le psychisme pour que désormais on sente qui est la mère et qui est l'enfant. Merci beaucoup. OK, merci. Donc, j'ai pris note de la question. Est-ce qu'on veut répondre à ça en même temps ou bien on prend les autres questions? Je pense que c'est plus simple de répondre en même temps, ouais. Pour que si Oui, d'autres questions s'apparentaient, c'est ça ça, s'élimine pour c'est gagner ça, du temps. c'est ça. OK, donc, Madame Amel, la première question, c'était les différentes formes d'autonomie auxquelles une femme pourrait accéder. Vous avez su mieux. Oui, je pense que je vais prendre toutes les questions et puis OK, voilà, OK, tout vous OK, fait ensemble, oui. OK, all right. Donc, ensuite, on a Madame Tossualo. Oui, merci beaucoup, non, mademoiselle la modératrice. Merci à Madame Abadaga également pour On ne te voit son pas, on exposé. voit que tes rideaux et Ah, les vous ne me filles. voyez pas On te voit, non, non, on voit que tes rideaux. Ah, ah. et Mais c'est maintenant, sombre. En tout cas, c'est sombre, mais on voit un visage quelque part. OK, oui, c'est bon? tout. OK, c'est bon, tu peux t'asseoir. Vous me voyez? Mhm. Reste là maintenant, oui. Ne bouge plus. Non, le portable était à la charge. OK, c'est bon. OK. Oui, je disais tantôt, je remercie Madame Abadagan pour l'exposé là, vraiment, qui nous a fait sortir de notre gang ce soir. Et, eh bien, je voudrais savoir les composantes de l'autonomisation psychologique. Est-ce on peut connaître les composantes de l'autonomisation psychologique? Bon, en plus de ça, elle nous a dit tout à l'heure qu'on peut d'écouter sa colère comme une boussole. Comment on peut écouter la colère comme une boussole? La colère, comment on peut écouter la colère comme une boussole? Si elle pourra me l'expliquer, ça va être bien. Et pour finir, je voudrais savoir si l'autonomisation psychologique de la femme a quels sont les impacts, c'est-à-dire l'impact positif ou bien négatif sur la femme. Quel est l'impact positif que l'autonomisation psychologique a sur la femme et l'impact négatif sur la femme? Bon, OK. pour le moment, je vais m'en arrêter là et je peux compléter après. Je suis en train de chercher les questions. OK, merci bien pour ça. Oui. Ensuite, nous avons Madame Kabira. Et je remercie Madame Abadagan de son exposé si brillant et si bien étayé. Vraiment, elle nous a fait comprendre beaucoup de choses qu'on ignorait. Et je remercie aussi Madame la Présidente pour un thème aussi capital qui nous a permis de prendre conscience de ça cet après-midi ou bien cette soirée. Ma question
ma première question est la suivante. Madame Abadagan, sur les 4 styles, entre le style sécure, le style détaché, le style préoccupé et le style désorganisé, supposons que quelqu'un se retrouve dans le style désorganisé. Comment fait pour aller vers le style sécurisé? C'est ma première question, ça. Ma deuxième question, quand on parle de l'autonomie, et comme elle nous a si bien fait comprendre, il y a plusieurs types d'autonomie. Ce soir, c'est sur l'autonomie psychologique que nous sommes en besoin de ça, nous avons parlé, mais l'autonomie psychologique seule suffit-elle à la femme pour être épanouie? C'est ma dernière question. Merci. OK. Merci à vous. Ensuite, on a Emmanuela. Oui, donc, moi, j'ai souvent des discussions avec mes amis, des personnes du même âge qui viennent des situations familiales similaires. Et j'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre les parents anxieux et les enfants évitants. Je me demandais, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite par les psychologues par rapport à ça qui explique la corrélation directe? C'est tout. Yes. OK. Merci. Ensuite, nous avons Madame Karine. OK, merci beaucoup. Donc, moi, j'ai 2 questions à poser. La première, c'est par rapport euh, à, comment dire, à nos actions quotidiennes. Tantôt, j'entendais Madame Amel dire que il faut pas faire les choses par contrainte. On dit, ben, on fait tout pour nos enfants, on le fait pour le mari, la femme fait tout pour son mari, pour les enfants. Je dis dans le contexte actuel, dans nos réalités vraiment, est-ce que la femme, il y a une autre manière de faire les choses, surtout en ce qui concerne les enfants? Ce n'est pas forcément à cœur joie qu'on fait les choses forcément tout. Par exemple, moi, j'ai du mal à me lever les matins maintenant pour apprêter les choses pour ma petite et l'envoyer à l'école parce que je dis c'est n'est plus à mon âge. Avec mon âge là, maintenant, je n'arrive plus à avoir l'énergie nécessaire pour le faire. Mais pareil, je ne peux pas le faire non plus. Je le fais forcément par contrainte parce que c'est une obligation, un devoir pour moi. Et dans un cas comme ça, on parle de ce que ben, ça ne te procure pas la joie, tu n'es pas épanoui. C'est comme si tu le fais par contrainte, non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout quand on parle d'enfants. Si on parle de mari, on peut choisir. Mais quand on parle d'enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? Deuxième question. On a parlé d'environnement toxique qui peut nuire parfois à la prospérité. Et on pense même que, ben, il y a on a tendance à penser que c'est mystique, des choses mystiques qui sont faites et que finalement tu ne prospères pas. Mais je vois aujourd'hui qu'on dit que l'environnement peut être une cause, mais dans un contexte aussi comme ça, parfois te rends compte que les choses se dégradent, ça ne va pas. Est-ce que la solution consiste forcément à quitter l'environnement? Parce que parfois, tous les environnements ne sont pas acquittés aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour corriger la situation? Donc, c'est ça. Merci. OK, merci. J'ai pas de questions. Donc, on va retourner au début. La première question, on va faire le tour. Ouais, d'accord. J'espère que vous avez tout noté, hein, parce qu'à un moment donné, l'écoute a pris le dessus. J'ai Donc, quand même, je pense que j'ai noté la question, oui. OK. Donc, la La première, première, c'était les différentes ouais. formes d'autonomie auxquelles une femme pourrait accéder et quels sont les différents niveaux d'autonomie. Donc, c'est formes et niveaux d'autonomie Quel niveau? en gros, pour la première personne.
Alors, d'abord, je vous remercie sincèrement pour l'écoute, pour la participation, parce que ça fait énormément plaisir quand on a pris son temps pour faire un travail et que les gens sont intéressés, que c'est apprécié. Je dis merci à vous pour les félicitations et c'est une joie pour moi de partager ce moment avec vous. Alors, vous m'avez bombardé de questions, hein? Vous m'avez bombardé de questions. Je vais répondre aux questions du mieux que je peux. Et si d'autres personnes ont des apports, n'hésitez pas, hein, Madame Karine, si vous avez des apports aussi. Alors, les différentes formes d'autonomie. Aujourd'hui, moi, j'ai parlé spécifiquement de l'autonomie psychologique. Mais il y a d'autres formes d'autonomie. Il y a l'autonomie financière qui doit suivre. Parce que cette conférence est née parce qu'on parlait d'autonomie, surtout d'autonomie financière. Et je disais que l'autonomie financière seule ne suffit pas. Le noyau principal, quand on parle d'autonomie, c'est d'abord l'autonomie psychologique. Parce que moi, j'ai vu des femmes qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent tout se permettre, mais qui n'arrivent pas à oser à sortir de leur zone de confort parce qu'elles n'ont pas l'autonomie psychologique. Donc, dès que la fondation est posée, je pense que les autres formes d'autonomie peuvent arriver facilement. Parce que quand je fais ce que j'ai envie de faire, quand je fonctionne sur ma motivation autonome, j'ai l'énergie pour lancer n'importe quel projet parce que nous sommes nés avec des talents naturels. Et quand je me sens bien dans ma vie, aligné avec qui je suis, j'aurais envie de faire ce pourquoi le Dieu m'a créé et forcément je vais prospérer. Donc, l'autonomie psychologique, c'est la base qui peut vous conduire aux autres formes d'autonomie. D'accord? Donc, les autres formes d'autonomie, l'autonomie financière, l'autonomie relationnelle, c'est aussi l'autonomie psychologique. Donc, c'est juste avec ces deux formes d'autonomie, je pense que vous pouvez aller là où vous voulez, hein, vous pouvez même aller décrocher la lune. Alors, les niveaux d'autonomie. Alors, regardez un peu l'autonomie comme de l'alignement. Il n'y a pas, je suis un peu allié, je suis aligné, suraligné. L'alignement, c'est l'alignement. Donc, l'autonomie, pour moi, n'a qu'un seul niveau, c'est être allié avec ce qu'on est et ce qu'on a envie de donner ou de représenter dans ce monde. Et je l'ai dit, les composantes, parce qu'il y a une question qui est venue, les composantes de l'autonomie. Les composantes de l'autonomie psychologique, c'est la volition et l'intériorisation. La volition, c'est le sentiment que je suis à l'origine de mes décisions. Et ce sentiment vient quand je me sens en sécurité, en fait. Ce n'est pas un sentiment qu'on peut avoir en étant en insécurité. Donc, toute personne qui vit de l'insécurité n'est pas encore en train d'expérimenter l'autonomie. Les deux composantes de l'autonomie, c'est la volition, le sentiment d'être le capitaine de sa propre vie et l'intériorisation. Alors, l'intériorisation rejoint d'autres questions. Parce que quand l'enfant naît, il naît dans une famille, dans une culture, on va lui donner une éducation. Et chaque peuple avec ses valeurs. Donc, dans la famille, dans le cercle ou bien dans l'environnement culturel, il y a de bonnes valeurs. Et même si on ne se sent pas OK avec ces valeurs, il faut un travail d'intériorisation. Par exemple, la discipline. La discipline, c'est une valeur. Et tous les enfants ne prennent pas d'un seul coup la discipline. Ça se travaille. Et c'est un processus d'intériorisation. Et cette intériorisation est plus facile quand l'enfant se sent en sécurité et se dit que ce qu'on me demande de faire, c'est pas contre moi, c'est que c'est pour moi, c'est pour mon bien. L'autonomie se travaille depuis l'enfance. Donc, quand on n'a pas eu la chance de faire ce travail à l'âge adulte, quand on arrive à mieux comprendre les choses, on peut facilement les intérioriser. Mais si vous êtes dans un environnement où on vous dit,
faites ci, faites ça, ou on vous le demande en vous, euh, en vous culpabilisant, vous ne pouvez pas intérioriser. Mais quand vous êtes dans un lien de sécurité, on vous dit, si je te demande de faire ci, c'est parce que si, c'est parce que... Dès que vous trouvez qu'il y a un intérêt positif pour ce qu'on vous demande, vous pouvez facilement l'intérioriser. Et je vais directement sur la question de Madame Karine. Je l'ai dit, peut-être qu'elle n'a pas fait attention. Il y a des liens qu'on ne brise pas. Par exemple, les enfants. On ne peut pas dire, aujourd'hui, je ne suis plus ta mère, tu n'es plus mon enfant, c'est impossible. Même si on le dit, c'est impossible. Alors, dans ce genre de lien, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de l'apprentissage. Si la voiture, si c'est vous qui conduisez la voiture et que vous avez choisi une direction parce que vous étiez guidé par les envies des autres, les enfants veulent ci, le papa veut ça. Le jour où vous décidez de travailler votre autonomie, doucement, vous changez de direction. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura de l'opposition, mais vous restez ferme et après, tout le monde vous suit, en réalité. Parce que dans la relation, vous ne pouvez pas vous effacer pour donner de la place. Maintenant, il faut nuancer. Quand c'est quelque chose que vous devez faire par devoir de mère, par exemple, amener votre enfant à l'école, c'est là où l'intériorisation va jouer. L'intériorisation dans le processus d'autonomisation vous donne une motivation intrinsèque. Et même si votre corps ressent de la fatigue n'importe comment, vous avez cette force quand même de faire les choses même si le corps est fatigué. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est pour votre enfant. Donc, c'est déjà un lien qui est nourrissant parce que c'est votre enfant, vous l'aimez et tout. Donc, faire les choses pour votre enfant, même si votre corps est fatigué, tous les moments le font hein, systématiquement. Elles arrivent quand même à trouver la force pour le faire. Ça, c'est pour la bonne cause. Et votre corps le sait. Et votre cœur aussi le sait. C'est seulement le corps qui peut être fatigué. La fatigue dont je parle, c'est la fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle. Devant quelque chose que vous devez faire pour votre enfant, vous allez ressentir la fatigue physique, mais pas forcément la fatigue émotionnelle parce que c'est un lien d'amour. Et vous allez même si vous êtes sur le lit d'hôpital, on dit, ah, votre enfant est en difficulté, vous avez la force tout de suite pour vous lever, pour aller au secours de votre enfant. Ça, c'est une motivation intrinsèque. D'accord? Donc, il faut nuancer aussi, tout dépend de la relation et tout dépend de ce qui est en jeu. Et j'ai dit, quand vous avez un intérêt et que c'est dans le sens de ce que vous donnez comme sens à la vie, et c'est en alignement avec vos valeurs, ça devient plus facile, même si c'est en situation difficile. Alors, je peux aller dans tous les sens, c'est une autre question. J'ai Bien. répondu à la première question hein, déjà. Oui, à la première, à la deuxième, aux deux dernières. Une question de Madame Tossou. Il y avait une question de Madame Eugénie qui disait, c'est quoi la corrélation entre psychologie et psychisme? Alors, la psychologie, c'est une science qui étudie le psychisme, d'accord? Et le psychisme, c'est le monde intérieur. C'est l'ensemble de vos pulsions, de vos désirs, des interdits, de ce que vous voulez, de vos propres motivations. Donc, on dit, le psychisme, c'est le ça, le moi et le surmoi. D'accord? Ça, c'est les grandes lignes. Le ça, c'est le réservoir des pulsions, de tout ce qu'on veut dans la vie. Le surmoi, c'est les règles que vous avez intégrées. Par exemple, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, tout ça. Et après, le moi, c'est votre propre volonté, ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est tellement organisé que si vous voulez faire quelque chose qui va à l'encontre des règles que vous avez intériorisées, il y a un conflit qui naît en vous. Maintenant, parmi les règles que vous avez intériorisées, il peut y avoir des règles qui sont des règles limitantes. Ce n'est pas forcément des règles qu'il ne faut pas franchir, mais c'est des règles que votre cerveau
s'est formé par peur parce qu'il a grandi dans un environnement insécure. Et le travail qu'on fait avec les schémas répétitifs là, d'anxiété et autres, c'est surtout le travail sur ce surmoi-là. Par exemple, il y a des gens qui vivent dans ce que nous appelons la loyauté invisible familiale. Il y a des familles, il ne faut pas dépasser le niveau bac. Personne n'a dit qu'il ne faut pas dépasser le niveau bac. Mais quelqu'un a eu tellement peur et a enregistré dans son psychisme que ce serait mortel de dépasser le niveau bac. Il a enregistré dans son ADN. Après, il a transmis cette peur à toutes les générations après lui. Dès que quelqu'un vient en classe de terminale pour passer l'examen du bac, il y a des situations pas possibles. L'enfant qui travaille bien ne va plus comment parce qu'il y a une loyauté. Et c'est comme si avoir le bac, c'est être infidèle à cette loyauté invisible. Ça, c'est un exemple tout simple. Alors, c'est quelque chose qu'il faudra travailler parce que ce serait bête d'obéir à cette loyauté alors que nous ne sommes plus à cette époque. Donc, voilà un peu. Ok, merci. Ensuite, il y avait quelque part, Madame Sanson dit, vous avez dit quelque part qu'il faut écouter sa colère comme de la Oui, boussole. Comment est-ce qu'on peut oui. écouter sa colère? Alors, comment écouter sa colère? C'est pas facile, n'est-ce pas? La colère, c'est une émotion et ça fait partie des émotions de base. C'est une émotion que tout le monde a ressenti au moins une fois dans sa vie. D'accord? La définition simple que je donne à l'émotion, c'est une énergie, qu'elle soit haute ou basse, parce qu'il y a des énergies hautes, des énergies basses. La colère, c'est une énergie haute. La colère vous pousse à agir. Parfois, on dit non, j'ai agi sous l'effet de la colère parce que l'énergie est tellement forte que vous n'avez pas réfléchi avant d'agir. Alors, prendre la colère comme quelque chose de péjoratif fait que vous passez à côté. On ne ressent pas la colère par hasard. Les émotions sont très subjectives. Ce n'est pas parce que nous avons subi la même situation et que les autres ne sont pas en colère que moi, ma colère devient problématique. Parce que nous n'avons pas les mêmes limites, nous n'avons pas le même seuil de tolérance. Il y a des gens qui ont un seuil de tolérance très élevé et parfois acceptent l'inacceptable. Il y a d'autres qui n'ont pas ce seuil de tolérance très élevé. Donc, quand ça arrive à un niveau, ça pique. Quand ça pique, vous êtes en colère. Donc, dès que vous reconnaissez dans votre corps, la prochaine fois que vous allez remarquer que vous êtes en colère, identifiez les sensations physiques que vous avez. Notez-les, documentez votre colère pour pouvoir reconnaître comment votre colère se manifeste dans votre corps. Il faut écouter sa colère parce que chaque fois qu'il y a une colère, c'est qu'une limite a été franchie. Par exemple, si vous voulez quitter le Bénin, vous ne pouvez pas quitter le Bénin et rentrer dans le Togo comme si de rien n'était. Il y a une frontière. On va vous contrôler. On va voir ce que vous êtes venu faire dans ce pays. Donc, c'est la même chose. Dès que quelqu'un franchit votre frontière sans contrôle, parce que la personne vous a brisé, vous a piétiné, vous êtes en colère. Donc, ce n'est pas mauvais d'être en colère. Il faut faire le point pour voir ce qui vous a mis en colère et pouvoir vous affirmer. Ce que tu viens de me faire là, je n'ai pas apprécié ça. Mais si vous ne dites rien, la colère sera accumulée. Et puis un beau jour, une petite chose qui ne mérite pas une grande réaction va vous faire réagir violemment. Comme on le dit, la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Parce que l'émotion est autobiographique. Chaque fois que vous accumulez l'émotion, que vous ne l'exprimez pas, ça va se poser quelque part. Et une autre fois, quand vous allez vouloir vivre la même émotion, ce n'est plus seulement l'émotion actuelle, c'est l'émotion actuelle plus l'ancienne qui n'a pas été réglée. C'est pour ça que la colère, c'est une boussole. Il faut l'exprimer de façon adaptée et noter le message qu'elle vous apporte. Oui.
Avant d'aller loin, j'ai levé ma main par rapport à ce point-là, l'affaire de Oui. colère. Il y a des gens qui se mettent en colère pour rien, à tout moment, à chaque instant. Et tu vis avec quelqu'un comme ça. Est-ce que celui-là, même s'il écoute sa colère, est-ce que c'est une limite qui a été franchie? Parce que celui-là n'a plus de limite, là. Tout est, je ne sais pas si on est dans des cas comme ça, quel est ce type de colère? Ben, parce que ça rentre vraiment dans la colère qu'il faut écouter. Alors, merci beaucoup d'avoir posé la question. Vous savez, le système émotionnel, là, c'est un système très organisé. Je vous donne un exemple. Pour les personnes qui conduisent la voiture, quand vous avez tout le temps votre pied sur le frein, tout le temps, c'est-à-dire, même s'il y a danger, il n'y a pas danger, vous avez votre frein sur le pied, à un moment donné, vos patins ne vont plus travailler. Donc, tout va passer. Ce qu'on peut retenir, ce qu'on ne peut pas, tout va passer. Donc, quelqu'un qui se met en colère pour rien du tout, c'est que son système déjà là est dysfonctionnel. Son système est dysfonctionnel. Alors, si c'est un enfant, c'est qu'il a hérité d'un système dysfonctionnel parce que nous héritons du schéma émotionnel de nos parents. Si j'ai un parent qui a une forte anxiété et que l'anxiété fait partie de la structure de sa personnalité, moi, je viens au monde, je n'ai rien vécu pour avoir peur, mais j'ai tout le temps peur déjà, étant enfant. C'est un exemple. Donc, c'est un héritage émotionnel invisible qu'il faut aller travailler. Il n'y a jamais colère, point, rien du tout, hein. Si c'est de façon anarchique, c'est qu'il y a un dérèglement. D'accord? Et il faut travailler sur ce dérèglement-là. Et si c'est un enfant, il faut savoir que les enfants font effet miroir. Ils apprennent par mimétisme. Donc, si un enfant agit comme ça, c'est il y a un adulte dans les parages qui agit aussi forcément comme ça, mais qui ne conscientise pas que lui, il agit comme ça. Il voit que pour l'enfant. Donc, il faut faire le point et voilà. Le corps ne réagit pas par hasard. Il y a toujours quelque chose. Maintenant, si on n'arrive pas à trouver ce quelque chose soi-même, on vient voir un professionnel qui peut aider à mettre de la lumière sur tout ça. Voilà. Merci. Ensuite, il y avait quels sont les impacts positifs ou négatifs de l'autonomisation sur la femme. Les impacts positifs et négatifs de l'autonomie psychologique ou quoi? Oui, l'autonomie psychologique sur la femme, oui. Alors, l'autonomie psychologique, pour moi, ça n'a pas d'impact. Ça a un seul impact négatif. Sinon, ça n'a que de l'impact positif. C'est que vous aurez la chance d'être vous-même et vous allez goûter au bonheur de ce qu'être soi-même. D'accord? Vous serez aligné, vous aurez votre énergie pour faire beaucoup de choses. Mais vous allez payer un prix, le prix du rejet. Parce que il y a des environnements, dès que vous voulez être autonome, vous avez tout le monde contre vous. Et accepter l'adversité, c'est-à-dire, soit vous acceptez l'adversité, soit vous rejetez d'être vous-même. Il y a un choix à faire. Mais généralement, le choix de l'autonomie, ce n'est pas un choix conscient. Moi, j'ai pu observer, les gens sont obligés de travailler sur cette autonomie parce que leur système n'arrive plus à supporter. C'est pas qu'ils ont refusé de supporter, hein. Ils ont supporté jusqu'à ce qu'ils n'ont plus la force de supporter. Et ils disent maintenant, je n'ai plus l'énergie de supporter, donc j'accepte maintenant qu'on me rejette. Et là, maintenant, je veux être moi. Et ils vont se connecter à leurs bactéries intérieures pour pouvoir fonctionner. Sinon, ça fait peur. L'autonomie, ça fait peur. Ça fait peur. J'ai vu des personnes autonomes qui ont été reniées par leur famille, parce que toutes les personnes qui avaient de l'intérêt à ce que ces personnes soient soumises ou bien restent dans des liens toxiques parce que ça donnait ça profitait à d'autres personnes. Oh, c'est le rejet. Il y a un prix à payer, c'est un prix fort, hein, c'est le prix du rejet.
Mais quand on en arrive là et qu'on choisit l'autonomie, c'est qu'on est déjà fatigué quelque part. Et on n'a plus peur de ce rejet-là. Quand vous arrivez à ce niveau et on dit, tel va te rejeter, tu dis, bon, je m'en fous, on n'a qu'à me rejeter. Là, maintenant, je suis fatiguée. Soit je meurs, soit je me choisis. Donc, si entre la mort et être rejeté, je pense que, bon, c'est mieux d'être rejeté. Voilà. Merci. Ensuite, on avait parlé des cas style sécu, détaché, préoccupé, désorganisé. Oui, Donc, si on veut oui. passer d'un style à l'autre, si on est par exemple dans le style désorganisé, on veut passer au style sécu, comment on fait? Alors, je tiens à vous dire qu'on ne choisit pas son style d'attachement. Donc, si vous êtes retrouvé dans un style insécure, ambivalent, désorganisé, ce n'est pas votre faute. Parce que quand vous êtes enfant, votre système nerveux n'a pas eu le choix. Vous avez subi. Et votre système s'est adapté du mieux qu'il peut. Alors, quand vous développez un style d'attachement insécure, surtout le style désorganisé, il faut se faire accompagner parce que c'est trop dur. Si vous avez la chance d'avoir un lien sécure, c'est-à-dire une personne qui ne vous juge pas, qui vous comprend et qui vous nourrit, parce que l'amour peut guérir ce style-là. J'ai vu des personnes qui ont rencontré l'amour, le vrai, et qui, sans thérapie, ont pu s'en sortir. Parce que cette personne a su nourrir sa base de sécurité. Parce que le besoin là, le premier besoin psychologique, c'est le besoin d'être aimé. C'est le besoin d'être aimé et d'être accepté. Donc, ça passe forcément par le lien. Ça ne se passe pas dans la tête. S'il n'y a pas de phrase à se répéter, il n'y a pas d'exercice à faire pour passer d'un style d'attachement insécure, désorganisé à un style sécure. C'est quelque chose, ce style a été créé dans une relation qui n'a pas nourri la personne, donc ça doit se réparer dans une relation qui nourrit. C'est en cela que l'autonomie, ce n'est pas rompre les liens, c'est d'avoir le bon lien. Et je profite pour parler de la dépendance saine. C'est pour ça que j'ai dit, l'autonomie, ce n'est pas le contraire de la dépendance affective. Parce que dans l'autonomie, il y a la dépendance saine. C'est parce que vous êtes sainement lié à quelqu'un qui vous aime et qui a nourri votre base de sécurité que vous pouvez vous permettre de ressentir cette capacité de faire les choses par vous-même. C'est parce que quelqu'un vous a dit, tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Je sais que tu es capable, que ce sentiment est né. Donc, si vous n'avez pas un lien comme ça, il faut travailler ça en thérapie. Et ce n'est pas aller chez le psy aujourd'hui, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une faiblesse. C'est pas pour les personnes malades. C'est pour les personnes bien portantes et qui ont envie d'aller bien et de rester debout. Et les psys aussi ont leur psy, hein. Donc, moi, je vous parle ici, là. C'est pas que je maîtrise tout. J'ai mes schémas que je vais travailler avec mon psy. Voilà. Je voudrais demander quelque chose par rapport à ce point aussi. Excusez toujours. Oui. Est-ce que les circonstances de la vie, c'est-à-dire les circonstances néfastes de la vie, peuvent euh, pousser une personne d'un style positif à un style négatif? Ah Parce oui. que tantôt, ouais, c'est ça. Ah Tantôt, oui. tu Ah oui. disais que dès la naissance, tout ça là, mais je me vois que parfois on est né dans un style sécu et malheureusement des vicissitudes de la vie arrivent et te propulsent finalement dans un style évitant, ou Ah bien en oui. tout Ah cas. oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ce n'est pas si évident, mais il y a des cas comme ça. Il y a des cas comme ça où au départ, on a un style sécu et souvent, c'est des relations significatives qui peuvent vous détruire jusqu'à ce point, c'est-à-dire un partenaire toxique ou un pervers narcissique, comme on le dit. Vous avez un partenaire comme ça, vous venez avec une belle base
de sécurité et vous détruit à petit feu sur plusieurs années. Et vous qui étiez une belle personne, pleine de vie, de projets, du jour au lendemain, vous n'avez plus confiance en vous. Vous n'avez plus confiance en vous, vous ne savez plus quoi faire parce que la manipulation, elle est dangereuse et elle peut être subtile. Et ça crée beaucoup de confusion parce que cette personne, à la fois, peut être source d'affection et représenter en même temps du danger. Donc, à un moment donné, on se dit, ou bien c'est moi, je deviens folle, ou bien c'est moi, je crée les situations. J'ai déjà vu des cas où le pervers narcissique, excusez-moi, le terme est un pasteur. Un pasteur qui parle de Dieu. Donc, quelqu'un qui parle de Dieu, on se dit, la femme là n'a personne à qui parler. Parce que si elle ose ouvrir la bouche, elle est jugée, c'est-à-dire la violence qu'on manifeste vis-à-vis d'elle, c'est énorme. Et très jeune, hein, très jeune, femme de pasteur, mais elle n'a pas pu continuer sa thérapie. Elle est venue une seule fois et puis elle a disparu parce que je suis sûre, parce que moi je savais que tout ce qu'on se disait, elle allait rapporter parce que aussitôt arrivé, on a appuyé le bouton, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tout, elle a tout raconté. Tu ne dois plus aller chez cette psy-là, c'est pas bon pour ta foi, c'est pas bon pour ci, c'est pas bon pour ça. Voilà. Donc, ça dépend de la personne et la qualité de cette personne et la place que vous avez donnée à cette personne dans votre vie. Sinon, c'est pas n'importe qui viendra changer votre style comme ça. C'est la place que vous avez donnée à la personne. Et comme c'est vous qui avez donné la place, vous pouvez lui reprendre cette place. Mais il faut avoir un tuteur de résilience. Il ne faut pas faire ça seul. Sinon, on va vous récupérer. C'est comme la prison, hein. Vous vous évadez un peu et ça échoue. On vous ramène dans la prison et puis on renforce le niveau de sécurité. La prochaine évasion sera dure. Oui, c'est ça. C'est, ça fait pas rire, c'est difficile, mais c'est des choses qui se passent. C'est des choses qui se Merci. passent. Les filles qui ont Donc, grandi avec l'absence du père, voilà une autre problématique parce que ce vide-là, seule la mère ne peut pas combler ça. À moins qu'elle soit vraiment dans le dialogue, dans l'ouverture d'esprit, dans l'orientation. C'est difficile parce que jouer le rôle de la mère et en même temps jouer celui du père, c'est pas facile. Donc, les filles qui n'ont pas eu un père présent deviennent le jouet des hommes, surtout des manipulateurs, parce qu'elles sont tout le temps en train de rechercher cette figure paternelle, donc elles sont automatiquement en posture de soumission. Et j'ai rencontré une dernièrement, je me suis tellement sentie impuissante. Le gars l'a tellement manipulée, lui a dit, j'ai une copine, tu seras ma deuxième épouse. La fille, elle a accepté, elle met tout son argent dans cette relation. Il a mis la fille en contact avec sa soi-disant copine, qui est aussi une manipulatrice. Et la pauvre, elle s'est retrouvée entre deux manipulateurs. Elle est bouffée de gauche, elle est bouffée de droite. Donc, quand elle dit, je ne veux plus être amie avec ta copine, elle dit, le gars lui dit, ben, si tu n'es pas amie avec ma copine, je ne serai plus avec toi. La condition pour que je sois avec toi, c'est que tu sois amie avec elle. Parce que elle, je l'aime beaucoup, je l'aime plus que toi, mais je t'aime aussi. Donc, la pauvre, elle a fait tentative de suicide. Et quand elle a fait tentative de suicide, elle a fait une crise comme ça. Elle n'a pas donné le numéro de ses parents, elle a donné le numéro du gars. Le gars n'est pas arrivé. Et c'est après, on dit, mais donne le numéro de tes parents avant que... heureusement qu'elle a pu donner le numéro de ses parents avant de s'évanouir. On l'a amenée au CNHU. Elle a fait des jours là-bas avant de s'en sortir. Elle est sortie de l'hôpital. Elle cherche avidement ce gars-là. Elle dit, si elle ne retrouve pas ce gars-là, que sa vie doit s'arrêter parce que elle ne peut pas vivre sans lui. Donc, c'est pour vous dire le degré de... Et ce n'est pas sa faute. Sa mère, ne comprenant pas la situation, l'insulte.
la juge. Je t'ai dit de ne pas, voilà. Et puis, elle pense que c'est comme ça qu'elle va régler le problème. Au lieu de nourrir sa base de sécurité, de l'accueillir, d'accueillir, non, parce que cette fille, elle a un sérieux problème. Bon, moi, j'essaie de l'aider du mieux que je peux, j'essaie d'informer les parents, mais c'est vraiment... elle a grandi sans son père. Elle a grandi sans son père. Très brillante, intellectuelle. Elle travaille très intelligente avec une belle carrière devant elle. C'est un monsieur qu'elle a rencontré sur son lieu de travail. À cause de ça, son contrat a été résilié. Parce qu'à un moment donné, le monsieur a dit, je ne veux pas d'elle dans mon environnement. Elle est problématique. Et puis ça a marché, on ne lui a pas renouvelé son contrat. Elle s'est retrouvée à la maison. Donc, c'est un défi, hein, la lutte continue parce que il y a tellement d'âmes à sauver. Et je me dis qu'une femme a l'information, elle doit devenir automatiquement tutrice de résilience pour d'autres personnes dans son environnement parce que ça fait mal. Et cette fille, je prie pour qu'elle ne fasse pas une nouvelle tentative parce que si elle fait maintenant, ça ne va pas rater, hein. Parce que c'est le désespoir. Donc, mais bon, je prie pour que le Seigneur la fortifie. Il y a d'autres questions? Oui, il reste Ah, 2 questions. ok. La suivante, c'était, est-ce que l'autonomie psychologique est assez pour l'épanouissement de la femme? Alors, je dirais que l'autonomie psychologique, c'est le point de départ. Parce que vous savez, on ne fait rien sans argent. Donc, c'est le point de départ. Quand vous êtes bien dans votre tête, vous avez toutes les capacités pour aller chercher de l'argent. Parce que à cause de l'argent, on peut vous maintenir dans un lien. Si vous n'avez pas la possibilité de vous nourrir ou de nourrir vos enfants, et on vous dit, c'est ça ou rien, vous allez obéir. Donc, après l'autonomie psychologique, je pense qu'il faut chercher à comment se faire de l'argent, à comment avoir une autonomie financière, même si on n'a pas de diplôme, même si on n'a pas étudié. On a un talent naturel. Et en allant à la rencontre de soi, à ce qu'on a envie de faire, parfois il faut juste se poser la question, qu'est-ce que moi j'aime faire? Dans la réponse à cette petite question, on peut trouver l'idée pour un projet, hein, et ça va prendre. Parce que quand vous êtes au bon endroit, Madame Karine a fait les ressources humaines, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, ça marche toujours. Ça marche toujours. Donc, après, l'autonomie psychologique vous donne les armes nécessaires, le bagage nécessaire pour aller chercher de l'argent. Sans argent, vous ne pouvez pas aller loin. Donc, c'est le point de départ. Et je me rappelle d'une question là. Est-ce qu'il y a une étude qui confirme que si on a des parents anxieux, on va développer, voilà. L'enfant, l'enfant qui naît reproduit le schéma de ses parents tout simplement. Donc, un parent qui n'arrive pas à réguler sainement ses propres émotions, qui a des schémas émotionnels à travailler et qui a un enfant ne peut que communiquer. Il communique. Ça, c'est la base innée. Maintenant, il y a ce qui vient de l'environnement. Si l'enfant a la chance de tomber sur d'autres personnes ou bien de vivre d'autres expériences qui modulent un peu ce schéma, ça peut ne pas être exactement comme son parent. Mais il a déjà cette base, cette sensibilité et il doit travailler sur ça pour couper les liens et retrouver son autonomie. Beaucoup d'études ont été faites par rapport à ça. C'est des schémas que nous appelons les schémas répétitifs qui sont transmis de génération en génération. Mais ce n'est pas une fatalité, tout se travaille aujourd'hui, tout, absolument tout.
quand on a la bonne stratégie, on peut s'en sortir. Bon, Il y je a d'autres pense que questions? c'est en fait la dernière question. Je pense qu'on a OK. fait le tour des questions. OK. So, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont venues en chemin? Je ne sais pas. Est-ce que d'autres personnes ont des questions qui leur sont venues à la tête? Oh, c'est bon, il n'y a plus de questions. Hein. C'est bon. OK. Oui, je Vous OK. pense êtes, que vous êtes satisfaite? Vous êtes satisfaite? Ou Vraiment, bien, madame, vous avez fait un d'accord. bon travail. Merci. Merci beaucoup. Donc, parfait. je laisse la So, parole à toi, Carrie. oui, d'accord. Merci beaucoup. Donc, je voudrais dire d'abord merci à la conférencière. Après la conférencière, je dis merci à toutes les participantes. Merci d'avoir pris le temps de rester, malgré que ça a pris effectivement près Ah de oui, 3 heures. Mais 3 heures, comme oui. je le disais, oui, c'est un débat et c'est quand même un exposé enrichissant. Et c'est quelque chose qui nous a apporté beaucoup d'informations. J'aimerais dire merci. Et je pense que avec ces informations, chacune d'entre nous sait comment travailler un peu soit sur ces schémas-là, un temps soit peu quand même pour pouvoir continuer d'avancer. Nous en avons besoin, nous tous, et pour la bataille de la résilience, ça fait partie de cette grosse bataille. Et c'est ce que je souhaite. J'aimerais dire merci au nom de l'ONG Femmes et Résilience. Ce sera certainement notre dernière rencontre pour la fin de cette année 2025. Le reste, ça va être en 2026. Nous allons continuer notre parcours ensemble, vivement que nous ayons beaucoup d'autres occasions ensemble. Merci à vous et bonne nuit au Bénin, oui, et bonne soirée ici. Bel après-midi à tous ceux qui sont au Canada. En France, il fait nuit Merci. déjà. J'ai eu une participante de France, Hermione. Merci Nous beaucoup avons pour les ta mêmes participation. heures. Les mêmes heures, oui, que la Merci. France. Allez, bonne soirée et Merci bye. beaucoup. Au Bye revoir. bye. Beaucoup, Au bye. revoir. Portons-nous bien. Madame Amel, vous pouvez rester Oui, une minute. d'accord. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir.